Il y a un vieux dicton bouddhiste qui dit qu'il n'y a rien de constant si ce n'est que le changement. Et aujourd'hui, cela ne saurait être plus vrai. Au moment où je vous parle, nos sociétés vivent des transformations économiques fondamentales dont on ne peut ignorer du simple revers de la main. Ces transformations, d'abord technologiques, sont passionnantes, mais surtout très puissantes et exigent que l'on prenne action dès maintenant, sans quoi il sera trop tard. Je parle évidemment de l'avènement des plateformes d'économie collaborative ou de partage, peu importe comment on les appelle. L'avènement de ces plateformes a un impact sur l'ensemble des économies actuelles, allant de l'hôtellerie à la mobilité, de la finance jusqu'à la restauration, en touchant même les arts et la culture. Elles ne laissent personne indifférente et elles sont fondamentales. L'ensemble des paradigmes économiques actuels se trouve à être changés. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'économie collaborative transpose dans le monde numérique des pratiques commerciales qui sont ancestrales, mais en permettant et en facilitant les échanges de biens, services, de talents, et le tout avec une mise à l'échelle plus grande. Mais qu'est-ce l'économie collaborative qu'entends-je chuchoter dans la pièce? En soi, l'économie collaborative repose sur 4 critères fondamentaux qui, ensemble, sont inaliénables, à savoir indissociables. Le premier critère de l'économie collaborative, c'est l'utilisation de la capacité excédentaire, soit l'optimisation d'un bien. Par exemple, je possède un véhicule, je vais mettre mon véhicule à louer sur une place de marché pour optimiser sa capacité, parce qu'on sait très bien que 96% du temps, nos véhicules sont stationnés. Le deuxième critère est le partage plutôt que la possession. Bon, ça sonne comme une thèse marxiste, mais essentiellement, ce n'est que l'optimisation d'un bien matériel. Je reprends l'exemple du véhicule. L'idée est ici, pourquoi devrais-je posséder un véhicule si je peux en louer un sur diverses plateformes? Le troisième critère, c'est la multiplicité des fonctions. Ici, il s'agit de rabaisser les barrières à l'entrée dans différents marchés pour permettre à tout et chacun une pleine optimisation de son temps et de ses talents. Le jour, je peux être un entrepreneur, un professeur ou un avocat, et le soir, je peux m'asseoir derrière un volant et conduire des gens à travers différentes plateformes. Le quatrième critère, qui est selon moi le plus important, c'est la dématérialisation des intermédiaires, soit de désinstitutionnaliser les échanges. Essentiellement, il s'agit d'enlever les tiers parties inutiles dans une transaction. Reprenons l'exemple du véhicule. Jadis, il fallait absolument aller dans des centres qui ne faisaient que ça, de la location automobile. Maintenant, avec un téléphone, j'ai accès à une myriade de véhicules. Bon, à m'entendre parler, vraiment, on se trouve à l'apogée du développement économique, mais la réalité n'est pas comme telle. En fait, comme toute innovation, l'avènement de l'économie de partage apporte son lot de perturbations. Et ces perturbations se font sentir à différents niveaux. D'abord, au niveau économique, où on observe une centralisation toujours croissante des richesses générées, et ce, à travers le 1 %. Cette centralisation, en fait, est exacerbée par le faible coût de déploiement de ces plateformes. Un second fléau qui est amené par toutes ces transformations, c'est essentiellement la gestion mercantile des données, où on voit une centralisation. Nous ne sommes plus les utilisateurs, mais on devient les produits de ces applications. Nos données sont alors pillées de tous bords, tous côtés et centralisées sans même qu'on en bénéficie des retombées. Un autre problème qui est généré, c'est une exploitation prédatrice des travailleurs sous forme d'un cycle d'appauvrissement perpétuel. Face à ces chambardements économiques, il ne faut pas se leurrer. Ces phénomènes sont là pour rester et il faut prendre un pas de recul parce qu'on peut y répondre. En fait, la thèse que j'avance est que, en combinant la coopération, qui est l'établissement d'une gestion démocratique, et la décentralisation, qui est une technologie permettant de gérer les données de manière plus transversale, on peut créer des alternatives qui sont émancipatrices, à savoir désirables, viables et faisables.
le tout sur des assises de justice absolue et d'équité irréversible. Donc, quand on parle de coopération, on imagine souvent là, 6 colocs dans un appartement qui décident de se partir une boutique de vêtements faits en chanvre. Mais le coopérativisme va bien au-delà de ça. Et au Québec, plus qu'ailleurs, on le sait très bien. Alors que nous formons environ un quart de la population canadienne, on regroupe un tiers des coopératives avec des fleurons comme Desjardins, Solio, AgroPur et bien plus. Face à l'avènement de toutes ces transformations économiques, le modèle coopératif, lui aussi, s'est adapté. En fait, on voit l'émergence de ce qu'on appelle des plateformes coopératives, soit des coopératives numériques, qui sont essentiellement des communs qui sont possédés par les utilisateurs. À l'instar des coopératives traditionnelles, les coopératives de plateforme ont d'abord la mutualisation des ressources comme premier critère de fondation, c'est-à-dire on partage les actifs. On a ensuite une gouvernance démocratique, le fameux un membre, un vote, qui s'applique à travers la plateforme. Ensuite, on a la redistribution des richesses. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse ristourne, pour finalement compléter le tout avec la responsabilisation des membres. Ce faisant, on permet de créer des coopératives dans le monde numérique en octroyant plus de droits aux utilisateurs. C'est le cas de Fairbnb. Fairbnb, qui est une alternative émancipatrice à Airbnb. À l'instar de la seconde, Fairbnb est une application qui permet des voyages de courte durée, tout en étant soucieuse des résidents et des communautés locales. Puisqu'il s'agit d'une coopérative, elle s'approprie les mécanismes de gouvernance traditionnels, dont le vote nominal. Ainsi, les hôtes peuvent choisir la tarification ou encore voter sur une facturation qui est intelligible. Puisqu'une coopérative est en quelque sorte décentralisée, l'ensemble des membres ont des pouvoirs égaux. Et cette logique, en fait, s'applique aussi à la technologie blockchain ou entre la technologie blockchain ou la chaîne de blocs en français. Quand on pense à la blockchain, on pense incontestablement au Bitcoin, qui est cette crypto-monnaie qui permet de transiger de la valeur sans passer par des institutions financières traditionnelles. Mais la blockchain est la technologie qui sous-tend le Bitcoin et qui impacte davantage de nos vies socio-économiques. La blockchain est en fait un réseau distribué, maintenu par des ordinateurs participants. Il s'agit d'une base de données qui stocke dans un registre public qui possède quoi et qui transige quoi, et ce, à travers le temps. C'est une infrastructure qui est inviolable et qui peut s'appliquer, comme je l'ai mentionné, à différentes économies numériques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Web 1.0 nous a permis de communiquer. Le Web 2.0 nous a permis d'interagir. Mais avec la blockchain, le Web 3.0 permet de se faire confiance. Et l'application de la blockchain comme un cadastre numérique aux coopératives permet aux coopératives, en fait, de se développer davantage, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il y avait des freins à l'expansion. Les principes fondateurs de la chaîne de blocs sont un peu comme la coopérative, une gestion transparente, c'est-à-dire que tous les utilisateurs participants ont accès à ce qui se passe. Ensuite, on parle d'un réseau qui est pair à pair, maintenu ici par des ordinateurs participants, peu importe l'algorithme qui est utilisé pour la confirmation des transactions. On parle d'un protocole consensuel parce que tout est défini dans un contrat intelligent qui est la série de lignes de code qui définit l'entente contractuelle immuable entre les utilisateurs. Et ça, appliqué à une coopérative, c'est révolutionnaire. C'est le cas de Eva. Eva, qui est une alternative à Uber. Il s'agit d'une plateforme de livraison et de covoiturage entièrement décentralisée. En franchisant sa technologie à des entreprises, dont des coopératives, elle permet à des communautés de chauffeurs de se réapproprier les moyens de production et de posséder eux-mêmes leurs services de mobilité. Bon, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la blockchain comme la thèse libertarienne en attestant que la blockchain en elle seule est la solution à tous les maux économiques. Parce qu'évidemment, cela ne vient que créer un peu un diktat techno-féodal.
Ce que j'avance, en fait, c'est que la blockchain juxtaposée à un modèle coopératif permet de renverser les dictats qui sont imposés par les plateformes collaboratives actuelles. On peut ainsi voir émerger une révolution économique et reprendre le pouvoir un clic à la fois. Ce qui bloquait anciennement les coopératives de se développer peut maintenant être émessé par la chaîne de blocs, car la chaîne de blocs a des pouvoirs qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent connaître une mise à l'échelle qui est incontournable. Donc, lorsqu'on additionne le modèle coopératif à une technologie décentralisée, on a ce qu'on appelle une organisation autonome décentralisée, ou du moins l'objectif d'une organisation autonome décentralisée, qui est vraiment cet écosystème qui est maintenu par lui-même de manière autonome. Ainsi, on peut avoir une gestion qui est locale, mais avoir des visées qui sont globales. Airbnb et Eva nous prouvent qu'il est possible de déconstruire les ordonnances imposées et de co-construire ensemble le futur de nos économies. Bien que Airbnb et Uber soient les arbres qui cachent la forêt, les pronostics de l'économie collaborative sont illimités. Il s'avère donc contre-productif de refuter allègrement, en fait, ces chambardements économiques, car ceux-ci sont là pour rester. En fait, il faut embrasser cette innovation et créer nos propres alternatives, sans quoi on est en quelque sorte contraint de subir l'innovation de l'extérieur. On imagine trop souvent la révolution numérique comme une chose qui est irréalisable, compte tenu du pouvoir et de l'influence des géants du Web. Or, je crois que cette révolution, elle est déjà enclenchée et qu'elle tisse des liens qui sont en train de métamorphoser l'ensemble de nos interactions sociales et économiques. Malgré le vertige et le sentiment d'impuissance qui nous habite face à l'ubérisation de l'économie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est maintenant possible de redorer le blason des pratiques commerciales qui sont jurassiques, comme l'économie collaborative. Comme toute révolution, celle-ci requiert la transformation de nos consciences individuelles et collectives. Car oui, tout est possible maintenant et à chaque instant, les idées novatrices se multiplient. En juxtaposant ou en combinant le modèle coopératif à la décentralisation, on permet de créer ce qu'il était impossible de faire avant. La blockchain en elle seule ne sert pas à grand-chose car il s'agit d'un instrument. Et pour jouer de cet instrument, il lui faut un musicien qui soit assez doué, le modèle coopératif qui a été éprouvé depuis des décennies. Donc, il nous impose de viser la démocratisation comme philosophie, la coopération comme suite historique, la localisation comme terrain d'intervention, la décentralisation comme moyen technologique et la révolution comme cadre d'interprétation politique dans une vision constante et évolutive de nos sociétés. Car avec nos téléphones à la main, tout devient possible. Maintenant, osons ou résignons-nous à tout, car seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Merci.